created by Cable for Canadians. Bonjour à tout le monde et bienvenue à notre première session sur la question des emplois. Cette première session porte sur l'emploi dans le secteur manufacturier. Nous aurons 4 sessions aujourd'hui à ce sujet et moi je suis le coprésident avec mon collègue Maria Minna. Mais la première chose à faire avant de commencer la session, c'est que notre chef, Michael Ignatieff, va dire quelques mots. Monsieur le chef. Merci. Bonjour. Et merci John et merci Maria. Et merci à tous les intervenants qui sont venus nous aider aujourd'hui de former la politique, pas seulement du Parti libéral du Canada, mais aussi, j'espère, le gouvernement du Canada sur l'emploi et sur la crise d'emploi. We're back at work today. Nous sommes de retour au travail aujourd'hui. We've shown up because Nous avons fait acte de présence parce que c'est ici que les Canadiens voudraient que nous soyons, c'est-à-dire pour faire le travail pour lequel les Canadiens nous ont élus. Et aujourd'hui, nous mettons l'accent sur une question qui interpelle les Canadiens au plus haut point, à savoir la question qui nous préoccupe tous, une source d'anxiété et de préoccupation pour tous les Canadiens, l'emploi. Nous traversons une crise qui, nous semblons nous y habituer si bien que nous en parlons plus dans les médias. N'oublions pas qu'1,6 million Canadiens sont au chômage, le taux de chômage est de 8,50%. Et le taux chez les jeunes Canadiens est le double, les 16, 17 et 18 ans. Donc les meilleurs et les plus brillants d'entre nous font face à un taux de chômage de 16%. Or, ces statistiques ne nous racontent pas toute l'histoire, car des centaines de Canadiens ont déjà épuisé leurs prestations d'assurance emploi ou ne demandent tout simplement plus de prestations. Donc la gravité de la situation de cette crise économique est beaucoup pire que ne laissent entendre les statistiques. Les statistiques ne brossent même pas un véritable tableau, comme vous le savez, vous, les parlementaires. Nous parlons de personnes, de véritables personnes qui viennent nous voir dans nos bureaux respectifs, des pêcheurs du Nouveau-Brunswick, des producteurs porcins qui sont obligés de vendre leurs fermes, des travailleurs du secteur forestier qui doivent voir leurs usines et leurs scieries fermer leurs portes au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, le secteur manufacturier. Notre économie s'est beaucoup ressenti de la crise économique, mais le problème a commencé bien avant cette récession. En effet, la croissance économique du Canada avant le début de la récession était la pire parmi les pays du G7. Et plus important encore, notre taux de productivité était presque nul, même qu'il affichait une croissance négative. Que nous dit tout cela? Eh bien, cela dit à tous les Canadiens que l'économie mondiale est en train de se restructurer et le Canada ne tient pas le rythme. Massivement dans les technologies propres, nous regardons passer le train ici au Canada. Et comprenez-moi bien, ce n'est pas simplement la recherche, il s'agit d'un investissement dans le secteur manufacturier. Il y a tant de choses qu'on aurait pu faire avec un différent gouvernement. Je pense aux produits qui seront utilisés pour construire des immeubles et des maisons plus efficaces sur le plan énergétique, aux produits d'une forêt mieux gérée, à la métallurgie qui fabrique des turbines à vent plus efficaces, aux systèmes qui vont éclairer nos villes et nos routes de façon plus économique, aux technologies industrielles qui transformeront nos déchets en énergie. Voilà, je crois, un des grands défis qui nous attend. Comment pouvons-nous soutenir la création d'emplois dans les secteurs les plus promoteurs dans une période qui s'annonce difficile sur le plan financier pour tous les gouvernements au Canada? The question for our panelists today. Dès lors, la question à laquelle est confronté notre panel aujourd'hui est celle-ci. Quelles mesures devraient contenir le budget de cette année pour stimuler l'emploi?
et nous devons batailler pour réussir. L'énergie sera coûteuse, la pollution aura un prix, notre savoir sera le moteur de notre économie et les marchés les plus dynamiques seront la Chine et l'Inde. Nous devons bâtir une société du savoir, c'est un clé de notre politique. Nous devons faire fleurir le talent de chaque Canadien, où qu'il vive, à la ville et à la campagne. Alors, keeping well-paying jobs in Canada. Retenir les emplois bien payants ici au Canada et les emplois de demain, c'est essentiel pour le genre de Canada auquel aspire notre parti à l'approche de notre 150e anniversaire de la Confédération en 2017. Aujourd'hui commence ce processus d'élaboration d'orientation future qui se poursuivra jusqu'au Congrès de Montréal à la fin de mars. Mais aujourd'hui, nous voulons donner le coup d'envoi de ce processus et faire le travail pour lequel les gens nous ont élus. Merci beaucoup. Je vais demander à l'extrême droite, à Jason Myers, je demanderai à chacun des panélistes de bien vouloir se présenter brièvement, nous dire qui ils sont, après quoi nous allons commencer. Merci John, je m'appelle Jay Myers, je suis le président et PDG de Exportateurs et Manufacturiers Canada. C'est la principale organisation qui représente le secteur manufacturier. C'est une association volontaire qui représente tous les secteurs manufacturiers et de l'exportation au Canada. Intervention inaudible sans microphone. Bonjour, je m'appelle Richard Patton, je suis président directeur général de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie. Nous représentons l'industrie chimique partout au pays. Nous avons 55 membres qui représentent donc tout le secteur chimique ou pétrochimique. Je m'appelle Carl Aventine, je suis chargé des affaires gouvernementales fédérales, produits alimentaires et de consommation du Canada. Notre secteur représente donc les produits alimentaires, les produits de consommation, les boissons. Et merci de m'avoir invité. J'ai bien hâte de participer à cette séance. Je suis président et PDG de l'Association de l'industrie aéronautique au Canada, qui représente, comme vous le verrez plus tard, l'industrie aérospatiale et l'aéronautique également. Et je suis très heureux d'être ici ce matin. Merci beaucoup. Alors, comme chacun peut le voir, nous avons un panel de qualité ce matin et je crois que nous aurons un panel tout aussi important pour les prochaines rencontres. Je remercie tous les conférenciers d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ce matin. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Jason Myers. Alors, merci beaucoup. John. Invité aujourd'hui. Have about 50 slides. J'ai environ 50 diapositives à vous exposer, mais John me dit que je n'ai que 5 minutes pour le faire. Je vais faire de mon mieux. Je voudrais mettre l'accent sur le secteur manufacturier, sur la création d'emplois et la reprise économique. Mais je vais également vous fournir des renseignements qui donneront le temps au reste de la journée. J'ai également des exemplaires de ma présentation en anglais et en français également au fond de la salle. Tout d'abord, mettons l'accent sur notre objectif. Il ne s'agit pas simplement de créer des emplois, mais des emplois bien rémunérateurs. Je crois que nous devons mettre l'accent sur 3 objectifs stratégiques. Comment stabiliser le chômage, comment relancer l'économie et comment soutenir la croissance de l'emploi dans le cadre de cette reprise économique et comment maintenir la croissance économique et l'emploi. Et c'est particulièrement important parce que la reprise qui va s'amorcer sur le plan structurel nous mènera vers une économie très différente de celle que nous avons connue il y a environ 2 ans. Ensuite, nous devons mettre l'accent sur des obstacles à court terme, des obstacles à la création d'emplois et stimuler la croissance d'emplois à long terme et la création de la valeur. S'il est une leçon que cette déconfiture économique nous a apprise, c'est que nous ne créons pas de croissance économique ni de richesse économique simplement en échangeant la dette des gens. À un moment donné, il faut créer de véritables produits et services pour que les consommateurs puissent les acheter. C'est ça qui crée la croissance et la richesse économique au bout du compte.
Donc nous avons besoin d'une stratégie importante qui met l'accent sur le secteur manufacturier. Pas seulement le travail dans le secteur manufacturier, mais ce secteur manufacturier doit être un élément clé dans la création de la richesse, car c'est un socle pour des emplois dans le secteur tertiaire, par exemple. La stabilisation grâce à des politiques qui répondent à la récession, qui nous permettent de relancer l'économie, des politiques qui réduisent les obstacles à la croissance et qui stimulent la création d'emplois, et troisièmement, des politiques qui nous aident, nous, dans le secteur manufacturier, mais dans d'autres secteurs également, et qui nous permettent de profiter de la reprise économique et des changements structurels qui vont survenir durant les 5 premières années. Le rôle du gouvernement, c'est celui-ci. Non pas la création d'emplois, les entreprises ne créent pas d'emplois, ce sont les consommateurs qui créent des emplois, avec leurs demandes, avec la demande pour des produits et services, et la capacité des entreprises à répondre à cette demande en faisant une offre. Donc c'est ça qui crée des emplois. Le rôle du gouvernement est simplement de faciliter cette tâche dans la mesure du possible. Regardons ce graphique. Donc, pour votre gouverne, regardez ce tableau qui montre que la croissance au troisième trimestre, le problème en matière d'économie à l'heure actuelle, c'est que nous avons des statistiques qui sont peut-être en retard de 2-3 mois. Voilà ce qui ressort du troisième trimestre de 2009. Et je tire 2 leçons de ce tableau. Nous créons de la demande intérieure, mais cette demande intérieure n'est pas forcément en train de créer des emplois au Canada, car il y a une croissance des importations qui est marquée. Et à noter que durant le troisième trimestre, bien que la demande pour les produits et services canadiens a augmenté ces dernières années, en réalité, la demande intérieure pour des produits et services au troisième trimestre a chuté. Elle a été remplacée par une augmentation des importations. Ce n'est pas un argument en faveur du protectionnisme, mais c'est un argument en faveur de la nécessité d'avoir une économie et un secteur des exportations dynamique et concurrentiel. Qu'est-ce que le secteur manufacturier? Eh bien, n'y pensez pas comme étant simplement le fait d'offrir des produits. Il s'agit de créer une valeur dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il s'agit de tous les services, de toutes les activités qui génèrent cette richesse. La création de valeur est alimentée par les connaissances, l'investissement dans la nouvelle technologie et par des travailleurs hautement qualifiés. Elle est alimentée non pas par le fait de faire ce que font les autres, car ce serait la récession, ce serait nous vouer à l'échec, c'est la spécialisation et l'innovation, la différenciation qui nous permettent d'avoir une valeur. Il faut également profiter d'une chaîne d'approvisionnement mondiale qui crée des débouchés pour nous. Comme je l'ai dit à la fin, c'est la production qui crée des socles dans toutes les activités rémunératrices dans le secteur manufacturier. Donc le secteur manufacturier, ce ne sont pas uniquement les entreprises qui produisent des biens, mais une chaîne d'approvisionnement mondiale qui est soutenue par ce secteur. Quel est l'avenir de ce secteur? De plus en plus d'adaptation, de spécialisation, de souplesse, c'est ça qui est nécessaire. Sinon, on refait la même chose que tous les autres. Et compte tenu de la réification de l'économie, les profits vont disparaître. C'est pourquoi il faudrait tout faire pour l'éviter. Je crois que nous avons un avantage concurrentiel au Canada et c'est ce qui nous mène vers cet objectif. À mon avis, nous avons un cadre stratégique au Canada qui nous permet d'appuyer le secteur manufacturier de production de masse. Or, aujourd'hui, c'est l'adaptation, l'innovation, la création de savoir et le développement et la commercialisation de connaissances. C'est ça l'avenir du secteur manufacturier, mais pas seulement. C'est l'avenir de toute l'économie canadienne. Le secteur manufacturier est important. Il continue d'être un secteur important de l'économie. Il emploie 1,8 million de Canadiens. Mais le plus important, c'est que il y a toutes des retombées économiques. Pour chaque dollar créé, il y a 2 dollars d'activité accessoires. Et il s'agit essentiellement d'emplois dans le secteur des services qui sont bien payés. L'entreposage, les transports, la technologie, le génie, la conception, les services financiers, les services de gestion. En plus, il y a tout le détail, le service personnel, les services gouvernementaux. Tout cela est soutenu par un secteur qui paie 30% de toutes les taxes et impôts du pays. Encore une fois,
c'est un secteur très très important, non seulement pour la fabrication, mais pour l'économie dans son ensemble. J'ai fourni donc ces diapositives, les forces, les faiblesses. Cela ressort d'une série de rencontres que j'ai eues au cours des derniers mois avec les membres que je représente partout au pays. J'ai essayé de retenir les éléments les plus importants. Nous avons des forces, mais il y a également beaucoup de lacunes ou de faiblesses. Par exemple, des occasions de conquérir d'autres marchés, de développement de la technologie, mais il y a aussi beaucoup de concurrence avec laquelle il faut composer. L'impact de la récession, eh bien, ce n'est pas très agréable, comme vous pouvez le voir dans cette diapositive. Je vous fournis quelques renseignements, je vous invite à les lire plus tard pour comprendre l'impact de la récession. Ce sont de mauvaises nouvelles, je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus. Mais il est clair que nous avons traversé une période très difficile dans le secteur manufacturier canadien. Regardez ce qui s'est passé. Donc l'emploi dans le secteur de la fabrication n'a pas été aussi bas depuis les années 90, même la fin des années 80. Nous avions atteint un sommet en 2008. Le graphique n'indique pas la date, mais c'était donc en 2008. Nous aimons appeler cette situation comme étant le jour où le téléphone a arrêté de sonner. La demande a chuté après 2008 de 30%. 30% des demandes, de la demande donc, dans tous les secteurs, dans toutes les provinces. Heureusement, il y a des arriérés qui n'ont pas encore été exécutés. À l'heure actuelle, ces commandes sont exécutées, mais les nouvelles commandes sont très faibles. Donc la situation est encore très difficile et précaire. Dans toutes les provinces, toutes se sont ressenties, tous les secteurs, à l'exception des produits alimentaires. Les produits du tabac et de l'alcool s'en sont bien sortis. En général, quand il y a récession, les gens boivent plus et fument plus. Mais les conditions commencent à s'améliorer. Il y a beaucoup d'attentes à ce que le secteur manufacturier se relève. Eh bien, des entreprises disent que nous avons des commandes, pas massives, mais on a espoir. De nouvelles entreprises devraient recruter des employés, mais ça ne sera jamais un retour vers les belles années du secteur manufacturier. Voilà donc trois axes importants et les difficultés qui les accompagnent. J'ai beaucoup de recommandations. Je vais parler surtout de l'emploi. D'abord, il est important d'établir la confiance. Je crois que nous avons besoin de restaurer la confiance. Nous avons besoin d'une stratégie de croissance pour une économie qui croît considérablement. Il sera beaucoup plus difficile au gouvernement de gérer la reprise, beaucoup plus que la récession. Quand il y a eu la récession, c'était clair, le gouvernement devait intervenir. Maintenant, comment se sortir du déficit sans retomber dans la récession? Ça sera très difficile. Il faudra mettre l'accent sur les programmes, sur les mesures qui vont maintenir la croissance économique à mesure que nous allons juguler le déficit. Il y a deux choses en particulier dans le secteur manufacturier. On compte beaucoup d'un programme de travail partagé. Ce serait très utile de le prolonger. Il serait très utile aussi d'améliorer les programmes de financement de DC et de la Banque de développement du Canada également. Et donc, à mesure que commencera la reprise, il y aura des obstacles auxquels se heurteront les secteurs manufacturiers, les entreprises du secteur manufacturier. Car il y a une reprise des commandes, mais qui n'est pas très forte. Quand une entreprise reçoit une commande, elle rappelle tous ses employés. Il y a peut-être du travail supplémentaire, mais à moins qu'il y ait beaucoup d'autres commandes, on ne pourra pas maintenir cet emploi. Et par conséquent, quand vous rappelez des employés, vous risquez de perdre votre capacité à profiter du programme de partage, de travail partagé. Ce serait peut-être une bonne chose que de proposer des mesures pour tenir compte de cette situation dans le secteur manufacturier. Ça, c'est du côté de l'emploi. Maintenant, le financement. Il y a une crise de financement, les sommes à recevoir sont à la baisse, EDC et la BDC devraient avoir des garanties qui marchent encore mieux. Mais comme je l'ai dit, nous sommes en train nous avons amorcé une nouvelle économie qui va refaçonner la reprise. Le secteur manufacturier joue un rôle très important. Quelques changements structurels, de nouvelles attentes des consommateurs.
aux États-Unis, on ne va plus se détourner des États-Unis en faveur de l'Amérique du Sud et de l'Amérique latine. Il y a de plus en plus de consolidation. Il y a une perte de capacité en raison de la consolidation, en raison de la perte de mandats de produits, en raison du non-accès à certains marchés. Nous devons rétablir tout cela. Il y a l'augmentation de la dette publique, le vieillissement de la population, des demandes accrues pour les soins de santé, les retraites, les pensions. L'énergie et l'environnement sont des questions clés. L'émergence de ces technologies, le secteur manufacturier a un rôle clé à jouer, de nouvelles technologies. Il faut avoir des solutions technologiques et améliorer la productivité. Donc, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Pour ceux que cela intéresse, nous avons des exemplaires du texte dans les 2 langues officielles. Alors, je vais dire une chose à nos conférenciers. Une fois que vous aurez chacun terminé votre exposé, je vais vous demander à chacun de dire de façon claire et succincte quelle serait votre principale priorité en matière de politique économique pour aider à la création d'emplois. Et si vous pourriez nous dire à peu près combien cela pourrait coûter, un chiffre approximatif. Merci beaucoup, John. Fiona Cook est avec moi. Nous n'avons pas d'exposé très préparé comme Jason. Nous ne nous attendions pas à une réaction aussi enthousiaste. Nous n'avons qu'une vingtaine d'exemplaires de notre texte. Alors, qu'est-ce que nous faisons chaque année pour évaluer la compétitivité dans notre secteur, nos principaux concurrents? Donc, nous faisons une analyse globale de la politique fiscale, de la politique étrangère, de l'investissement, etc. Je vais en parler brièvement dans mes observations. Tout d'abord, vous connaissez sans doute notre secteur, notre industrie. Nous étions l'association des producteurs de produits chimiques. Nous avons changé de nom. Nous sommes une industrie à valeur ajoutée qui transforme le pétrole et le gaz, l'électricité et diverses autres matières en produits pour les Canadiens. Donc, grâce à ce processus de valeur ajoutée, nous créons des emplois. Donc, j'ai parlé de ce secteur manufacturier. Nous faisons partie de ce secteur et beaucoup de choses qu'il a dites s'appliquent à nous comme industrie. Nous parlons de plus d'1 billion de dollars. Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que les frontières n'ont pas vraiment beaucoup d'importance. Si ça peut être fabriqué moins cher ailleurs et vendu au Canada, eh bien, c'est ça qui va se produire. Donc, nous sommes concurrentiels à l'échelle mondiale avec la Chine, le Moyen-Orient, les États-Unis, à moins que notre compétitivité soit là, eh bien, nous ne pouvons pas avoir des emplois. C'est aussi simple que cela. On parle de 51 milliards de dollars si on inclut tous les produits. La partie industrielle, c'est 26 milliards de dollars, à peu près 20 000 emplois directs et 60 000 emplois indirects. Donc, nous sommes un employeur important, sans doute le secteur qui paie les salaires les plus élevés au Canada. Donc, ça correspond tout à fait aux critères de Jason, c'est-à-dire des emplois bien rémunérés et pas seulement pour diriger les usines, mais les gens qui travaillent dans le secteur de la technologie de l'information et autres. Pour vous donner une idée et de la situation, eh bien, Jason a dit que le téléphone avait cessé de sonner. En 2008, il y avait donc 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires et en 2009, nous n'avons plus que 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour ce secteur. Cette année, il n'y aura qu'une augmentation de 2% seulement par rapport à l'an dernier. Donc, le processus sera très long. Jay a tout à fait raison. Nous n'allons pas revenir à la situation dans laquelle nous nous trouvions auparavant. Il y a un certain nombre d'usines qui ont fermé.
Donc, tout cela est relié à un producteur, à un produit qui a une instance sur un autre parce qu'il prend ce produit pour en faire un autre. Et lorsqu'on perturbe cette chaîne, eh bien, on ne peut pas avoir les économies d'échelle, la compétitivité, tout cela. Donc, au Québec, on a perdu des usines clés qui étaient essentielles à cette chaîne. À Sarnia, nous n'avons pas eu les investissements qu'on voulait. Donc, nous avons un complexe chimique très faible maintenant. L'Alberta, c'est un peu mieux, la situation là-bas, mais il y a la menace d'un certain nombre de choses comme le pipeline, puisqu'on amène le produit à Pittsburgh pour l'améliorer. Donc, il y a le Moyen-Orient qui est en train d'augmenter sa productivité. On peut faire des choses à un coût beaucoup moins cher. Donc, le monde concurrentiel pour les 2-3 prochaines années va être extrêmement difficile. Ce sera très difficile de revenir à 26 milliards de dollars et ce sera difficile de maintenir la croissance des emplois pour l'avenir. Donc, c'est ça la bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, j'aurais 3 recommandations à faire. Tout d'abord, les gens qui me connaissent savent que je suis assez franc. Je n'ai jamais vu dans une plateforme de parti au cours des 10 dernières années qu'on accorde la priorité au secteur manufacturier, pas du tout. On dit que l'économie va bien, que le secteur des services va bien, ça va aider à l'économie. Bien sûr, on met l'accent sur le développement des ressources, la mise en valeur des ressources, c'est bon pour le pays, mais il n'y a pas un seul parti qui a mis l'accent sur l'avenir manufacturier du Canada. Je n'ai pas vu de vision qui dise qu'on ait toutes ces compétences et qu'on puisse prendre ces ressources, les améliorer et créer des emplois. Je n'ai pas vu cela. Alors, quel est le résultat? C'est qu'on construit des pipelines à l'heure actuelle jusqu'à Houston pour améliorer des choses, des produits. Donc, la fourrure, le poisson et le bois, c'est ça qu'on faisait au Canada par le passé. On n'a pas tellement changé, on n'a pas appris grand-chose. Deuxièmement, notre pays peut mettre l'accent sur la valeur ajoutée. Il faut prendre chaque ressource. L'Alberta dit « nos ressources sont albertaines ». Il faut en retirer le plus de valeur possible en Alberta. On a des minerais, des produits forestiers, le pétrole, le gaz. Nous devrions pouvoir mettre en valeur ces ressources ici plutôt que de les envoyer ailleurs et les racheter en produits de consommation. Il faut un cadre de politique qui pense de cette façon et j'attends toujours. Ça fait des années qu'on en parle, mais on ne voit rien de concret à cet effet. Ce sont ces interdépendances entre ces secteurs qui nous permettront d'améliorer notre compétitivité. On a un bon secteur d'électricité au Canada, mais à cause de la politique de l'Ontario, il y a des installations qui quittent l'Ontario. Donc, on a le pétrole, les minerais, les minéraux, l'électricité, enfin, tout cela qui produit de la valeur et qui peut produire des emplois. Et c'est pour cette raison que la Chine cherche à obtenir nos ressources et on regarde de cela alors que nos ressources partent dans d'autres pays, on les améliore, on les met en valeur ailleurs. Donc, pour en venir à mes recommandations, une chose que nous recommandons, Jay et moi-même faisons partie de la coalition de 40 entreprises, une des recommandations, notre première recommandation en fait, du comité sur la fabrication qui existait il y a 3 ans, c'est bien une recommandation que nous faisons, c'est, en fait, je reviens aux chiffres, on parle de 16 milliards de dollars pour l'année dernière. 16 milliards de dollars, c'est sans investissement. Tous les gens, tout ce qu'ils font, c'est maintenir les installations actuelles. Personne ne construit de nouvelles capacités. Il y a
les produits chimiques, l'acier, d'autres industries à capital élevé. On ne construit pas d'usines pour moins de 300 millions de dollars. Et il y en a même qui coûtent des milliards de dollars. Ce ne sont pas des décisions qu'on prend à la légère. On veut connaître le marché, il faut savoir quelles sont les politiques, etc. Donc, pour dépenser cet argent, il faut passer 3-4 ans à investir 300 à 400 milliards de dollars avant de produire quelque chose de concret qui permet de retirer des recettes, des revenus. Donc, ce n'est pas facile de prendre une telle décision pour une entreprise. C'est pour cette raison que nous avons recommandé à combien de reprises? En fait, ça fait 3-4 ans. On veut accélérer sur 5 ans l'allocation pour fonds capital en immobilisation parce qu'il faut avoir au moins 2 ans. En fait, 2 ans, pour moi, ce n'est pas suffisamment, c'est inutile. Il faudrait faire ça sur 5 ans. Les seules personnes qui en profiteraient, c'est ceux qui ont déjà fait toute la planification et sont déjà à l'étape de la construction. N'importe qui d'autre ne peut en profiter. Donc, c'est absolument hallucinant qu'on ne puisse faire cela. La deuxième partie, c'est des appareils pour mettre en valeur, pour transformer davantage. Aux États-Unis, l'une des raisons pour laquelle on a les raffineries, on construit ces transformateurs là-bas, à Houston, c'est parce que ces appareils sont inclus dans cette mesure fiscale, mais nous ne faisons pas cela. Nous disons que nous allons faire en sorte que ce soit quelque chose qui fasse partie du processus de production, mais pas fiscal. Donc, ces transformateurs font partie de la mise en valeur des ressources. Ce produit peut aller dans un pipeline ailleurs, mais 40% du produit, c'est des produits que nous produisons pour nous. Et nous pouvons donc aller à l'industrie avec cela. Donc, ma recommandation, c'est qu'il faut avoir au moins un plan sur 5 ans ou un plan permanent et inclure les transformateurs là-dedans. Alors, merci beaucoup. Merci. C'était très clair. Alors, Carla Venton, merci beaucoup. Alors, j'attends que l'exposé soit affiché à l'écran. Voilà. Comment accroître l'industrie et créer des emplois? Nous sommes là parce que nous sommes importants pour l'économie. C'est vrai pour tout le monde. Donc, il y a 3 choses dont j'aimerais parler dans mon exposé. Je parlerai surtout d'un élément qui est prioritaire, le seul qui est important aujourd'hui, et je m'en tiendrai à cet élément. Ce que j'aimerais faire, c'est parler de notre secteur, qui est celui des aliments, des boissons et des produits de consommation. Alors, c'est important pour l'économie du Canada et pourquoi nous devrions nous soucier de ce secteur au Canada. Et deuxièmement, je vais parler des obstacles et finalement, je recommanderai quelle serait notre priorité. Tout d'abord, ce que je voudrais faire, c'est souligner quel est l'impact économique de notre secteur au Canada. Les gens ne savent pas que notre industrie à l'heure actuelle est le principal employeur et manufacturier au pays. Nous ne sommes pas dans une seule région. Nous sommes partout au Canada, dans les régions urbaines et rurales. Donc, nous pouvons faire ce lien. Nous avons 6 000 installations de fabrication au pays. Un exemple, je vous ai donné quelques chiffres. 67 000 emplois, par exemple, au Québec et 45 000 en Ontario. Nous générons un PIB de 22 milliards de dollars, donc ça va très bien pour nos Canada. Je vais en parler davantage, mais nous avons du potentiel de croissance et c'est ce que nous voulons faire croître davantage. Le deuxième point que je vais ressortir ici, c'est que nous sommes très intégrés avec le secteur agricole, les agriculteurs canadiens. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux, avec le secteur, le comité
de l'agriculture et nous apprécions le travail qu'ils font. Donc, nous comprenons bien cet aspect. Ce secteur va bien, nous aussi, nous sommes le plus grand acheteur de ce que produisent les agriculteurs, donc ils le fabriquent et nous l'achetons. Ils le produisent et nous l'achetons. Un autre aspect qui est important pour le Canada rural, c'est le fait que nous avons une source d'emploi pour les agriculteurs et pour les familles d'agriculteurs. Ça peut être hors saison pendant les mois d'été. Les deux diapos suivantes sont des logos. Vous allez en reconnaître plusieurs, essentiellement 75% de ce qu'on retrouve dans les supermarchés fabriqués par nos membres. Donc, vous verrez, ce sont des aliments, des boissons, des produits de consommation. Deuxième diapo, d'autres logos. Encore une fois, ce sont là nos membres et partout au pays, on les retrouve dans les régions rurales et urbaines. Il est essentiel de se rappeler que nous avons des membres privés canadiens. Vous reconnaîtrez ces noms. Ce sont des membres qui produisent des produits que les Canadiens connaissent. Vous allez reconnaître leurs produits. Par exemple, un de nos membres, la semaine dernière, je les ai rencontrés et ils fournissent le café à Tim Hortons. Presque tout le monde connaît Tim Hortons et a déjà bu un café Tim Hortons à un moment donné. Donc, ces membres ont un impact qui n'est peut-être pas toujours évident, mais ils fournissent des aliments, des boissons, des produits de consommation que vous utilisez, que vous consommez. Parlons maintenant de l'impact économique du pays. Nous avons un potentiel très important. La semaine dernière, j'ai rencontré de nombreux PDG individuellement. J'ai parlé avec eux de leur industrie, des défis auxquels ils font face et comment nous vont travailler avec eux à Ottawa. Il y a quelques éléments qui sont ressortis. D'abord, nos membres sont extrêmement fiers de ce qu'ils font. L'innocuité des aliments est une priorité absolue. Et deuxièmement, nos membres estiment qu'ils peuvent croître et ils veulent croître davantage. Donc, il s'agit de savoir pourquoi nous avons un avantage concurrentiel au Canada et pourquoi nous pensons que nous pouvons faire croître ce secteur. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est le fait que nous avons des ressources naturelles abondantes et nous le savons. Nous avons beaucoup de terre, ce qui est très valable, et de l'eau potable, ce qui sera extrêmement important au cours des 10 prochaines années. Ensuite, nous avons la capacité de recherche au pays. Si on regarde autour de nous, partout au pays, nous avons d'excellentes universités qui produisent d'excellents diplômés et nous avons des centres de recherche fantastiques. Il faut les utiliser, faire un lien avec l'industrie et mettre sur le marché des produits novateurs. Troisièmement, excellents aliments et des installations de transformation des ingrédients au Canada. Il faut garder les choses au Canada, donc. Et enfin, revenons encore une fois à la main-d'œuvre spécialisée. Jay et Richard ont parlé d'emplois bien rémunérés. Il faut dire que cela est très important. Nos membres à l'extérieur de Calgary, je suis allée visiter leurs installations. Lorsque les gens pensent à des usines, on pense aux usines de l'ancien temps, mais les choses ont beaucoup changé. Les lignes de montage où on produit tous ces produits manufacturiers sont très techniques. Ils sont dirigés par des ordinateurs. Il y a des gens de contrôle de la qualité sur place, des scientifiques, des gens très compétents qui dirigent tout cela. Et c'est ça l'industrie. Donc, des compétences spécialisées et des emplois très bien rémunérés. Un de nos membres, la semaine dernière, on lui a demandé quel type d'emploi il avait dans son secteur et il a dit que le roulement d'emplois dans son secteur était révélateur, et que 2%. Les deux prochaines diapos, pourquoi se préoccuper de ce secteur des aliments et des boissons au Canada? D'abord, les emplois, c'est la principale raison. Deuxièmement, c'est la demande des consommateurs. Pour revenir à ce que Jay disait, ce sont les consommateurs qui créent des emplois et nous sommes
tout à fait d'accord avec cela. Les consommateurs, les Canadiens au Canada veulent des produits novateurs et que les produits qu'on retrouve dans d'autres pays, nous voulons les leur fournir. Nous avons ces produits ici et je vais vous parler des raisons pour lesquelles on doit mettre ces produits sur le marché. De plus, l'important, c'est que quand nous en profitons, toute la chaîne d'approvisionnement en profite. Ce sont les agriculteurs qui en profitent. Enfin, pour prendre un peu de recul, c'est la dernière diapositive, ce que nous souhaitons vraiment, nous comprenons que la réglementation est importante, mais il est également important que l'on ne passe pas de vue le secteur dans son ensemble. Nous travaillons de concert avec Agriculture Canada. Nous voulons que le gouvernement prenne un peu de recul pour qu'il envisage une approche intégrée, globale, pan-gouvernementale, pour déterminer l'orientation future et pour savoir comment faire croître notre industrie alimentaire à l'avantage des Canadiens, mais aussi à l'avantage de toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ce serait notre seule et unique priorité parce que, évidemment, nous n'avons le droit d'en citer qu'une seule. Enfin, dernière chose, nous avons rencontré des membres du caucus alimentaire du Parti libéral. Nous en sommes reconnaissants. Nous avons hâte de poursuivre la discussion. Nous avons rencontré des membres également du caucus libéral de la santé, de l'agriculture, et nous travaillons en étroite collaboration. Et merci pour ce dialogue. Merci. Thank you very much, Carla. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cette session, c'est Claude Lajeunesse. Merci, Monsieur le Président. Ça me fait bien plaisir d'être ici. Congratulations for giving us. Félicitations à vous de nous donner l'occasion de vous parler quelque peu de quelque chose qui, à notre sens, revêt une importance capitale, à savoir la création d'emplois partout au pays. La création d'emplois et la stabilisation des emplois, comme d'autres l'ont dit. Je vais faire mon exposé en anglais, mais je serai évidemment heureux de répondre aux questions en anglais ou en français. La présentation de ce matin suivra les points signalés ici. Je vais vous donner un survol de l'industrie aérospatiale, ses caractéristiques, les possibilités et les principaux défis, les priorités, puis les recommandations. Et je suppose que je ferai une recommandation et demie. Il y en a une qui est à court terme, qui doit absolument être faite maintenant, mais une autre qui est à plus long terme. Le principal message de la prochaine diapositive, c'est que l'industrie aérospatiale est une histoire de réussite au Canada. Elle contribue à hauteur de 80% aux exportations canadiennes. Donc tout ce que nous produisons, 80% est exporté à l'étranger et nous produisons environ 24 milliards de dollars en recettes par année. Ces produits fabriqués au Canada sont exportés aux États-Unis, 58% vers les États-Unis. C'est un peu en recul depuis un certain temps, je vous expliquerai plus tard. En Europe, il y a 4 milliards de ventes, ça augmente. Les ventes civiles représentent 18 milliards et quelques, les ventes militaires 5 milliards, mais soyons clairs, la contribution du secteur militaire est très importante parce que cela a un effet stabilisateur, particulièrement dans les temps difficiles que nous vivons actuellement. C'est pourquoi, en dépit du fait que cela représente environ 25% de notre production, c'est encore un facteur très important. Les emplois directs, partout au pays, comme vous allez voir dans une minute, nous employons 83 000 personnes et nous investissons en recherche et développement 1,3 milliard de dollars. Rappelez-vous que 80% des produits sont exportés, c'est-à-dire un emploi sur 10 dans cette industrie est soutenu par des contributions, par de l'argent, par des mesures de soutien importants à garder à l'esprit. À noter également que partout au pays, nos universités, nos collèges reçoivent un soutien et dans bien des cas, dans le cadre de partenariats, de projets de recherche mixtes, de professeurs qui travaillent dans notre industrie et qui enseignent à temps partiel. Si nous regardons le rendement annuel comparatif, en 2001, nous avons atteint un sommet
Et nul besoin de vous dire pourquoi il y a une chute en 2002, mais aujourd'hui nous avons repris du poil de la bête. À noter que la reprise dépasse le sommet précédent. C'est vrai que si nous faisons des cycles des 50 dernières années, qu'après chaque sommet, il y a un sommet supérieur à celui qui l'a précédé. Et chaque période creuse a été plus élevée que la période creuse précédente. Donc c'est une industrie qui est à la hausse. Les recettes sont diversifiées, je l'ai déjà dit. Il y a les États-Unis qui occupent une portion de près de 60%, bien que ce soit à la baisse. C'est une portion très très importante. C'est pourquoi les problèmes de ITAR, de la réglementation ITAR est très importante. Il s'agit évidemment de la réglementation relative. Parfois, nous appelons cela des barrières au commerce qui sont imposées par le fait que les États-Unis en particulier imposent des restrictions quant aux composantes militaires d'appareils qui peuvent être utilisés à des fins civiles aussi. Nous sommes reconnus comme chef de file mondial dans bien des domaines. Si vous regardez les avions régionaux, les petits engins, Pratt & Whitney évidemment, les simulateurs de vol, la formation, nous sommes un chef de file mondial grâce à CAE, Avionics et la maintenance d'une façon générale. MRO, comme on dit généralement, c'est ce qu'on fait de l'avion une fois qu'il a commencé à être opérationnel. Il y a beaucoup d'argent qui est investi, beaucoup plus que l'achat de l'avion, c'est très important. Et nous savons que la maintenance est concentrée dans l'Ouest et l'Atlantique au Canada. Je suis sûr que vous savez tous, d'après votre collègue qui préside le caucus non partisan de l'aérospatiale, un véritable héros canadien, Marc Garneau, je suis sûr qu'il vous a déjà parlé de notre domaine et que grâce à l'innovation de l'aérospatial canadien, nous avons une réputation hors pair, pas seulement dans le domaine de l'aviation, mais aussi dans le domaine aérospatial. Par exemple, si on pense à la robotique, nous connaissons tous, enfin, le monde entier connaît le bras canadien. C'est grâce au Canada qu'il existe. Si vous regardez les investissements, recherche-développement et investissements d'immobilisation, c'est près d'1 milliard de dollars par année. La recherche-développement dépasse 1 milliard de dollars par année. Il y a beaucoup de programmes aérospatiaux au Canada. Il y en a un à Carleton qui est vraiment hors pair. Il y en a un à Concordia, à UTIS, à l'Université de Toronto. Il y en a un aussi qui est exceptionnel. Ensuite, le Canada se classe 5e au monde pour ce qui est de la production aérospatiale. Évidemment, nous boxons dans la catégorie supérieure, mais nous sommes rattrapés rapidement par d'autres pays comme le Japon, la Chine et évidemment la Russie, comme vous pouvez le voir. Pourquoi est-ce si important au Canada? Eh bien, regardez, 1,5% de notre PIB provient de l'industrie aérospatiale et des activités aérospatiales. L'avenir maintenant, eh bien, 29 000 nouveaux aéronefs à construire dans les 20 prochaines années pour une valeur de 3,2 billions de dollars. C'est que la classe moyenne est en train de s'enrichir en Inde, aux États-Unis, en Europe de l'Est, et tous ces gens-là voudront prendre l'avion. Quelques recommandations. Je vais passer quelques diapositives parce que je veux aller aux défis. Je sais que vous connaissez les défis. Nous en avons de nombreux. Je voudrais maintenant parler, enfin, je veux répondre à la question qui m'a été posée, c'est-à-dire, quelle est la priorité, la chose à faire? Eh bien, tout d'abord, nous avons besoin d'une approche stratégique en matière d'aérospatiale. Et nous voulons avoir un plan à long terme, bien soutenu, bien financé dans le cadre de cette approche stratégique. Le financement pour la démonstration de la recherche-développement, c'est la recommandation à court terme que je voudrais vous soumettre. C'est 200 millions de dollars dont nous avons besoin si nous voulons être certains d'avoir la technologie prouvée, vérifiée, pour que nous continuions de montrer au monde que nous sommes des chefs de file en matière d'innovation et que nous pouvons vraiment être à la tête du peloton
dans le domaine spatial. J'espère qu'on me pose une question là-dessus parce que je voudrais en parler davantage. Nous devons également optimiser les avantages des dépenses militaires. Et récemment, le ministre Clement a annoncé, après 22 ans, la révision de notre politique sur les retombées industrielles. C'est une initiative très importante qui mérite d'être appuyée parce que cela ne nous coûte pas d'argent, ne coûte pas d'argent au gouvernement. Cela signifie tout simplement que nous aurons une approche plus intelligente en matière de dépenses militaires. Dernière chose, et c'est la demi-recommandation que je voudrais faire, nous devons réviser le plafond, c'est-à-dire le regroupement de tous les partenaires aérospatiaux pour que nous puissions ensemble parler de consensus qui comprennent l'industrie, la recherche, l'université, les syndicats, le gouvernement et ainsi de suite sur ce qu'il faudra faire pour continuer de maintenir ces emplois et de créer des emplois à l'avenir. Monsieur le Président, merci de votre attention. Okay, thank you all. Now there are... Merci à tous et à toutes. Il y a déjà des personnes qui ont indiqué vouloir intervenir. J'aimerais, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous demander quelle est votre proposition numéro 1. Certains l'ont déjà fait. Et si vous pouviez nous fournir un coût, chiffrer cette proposition. 30 secondes. En 30 secondes, quelle est votre principale proposition? Avez-vous idée de ce que cela coûterait? Après quoi, nous donnerons la parole à l'auditoire. Jason Myers. Alors, je dirais ce que Richard a dit. Si vous n'avez pas d'investissement, vous n'aurez pas d'emploi. Donc, rendre permanente la déduction pour amortissement, c'est une mesure qui existe depuis 5 ans maintenant. Le coût total pour cette année, jusqu'à 2012, serait de 100 millions de dollars. Car les sociétés qui ont déjà fait des investissements n'auront pas à faire d'amortissement, elles paieront davantage. Donc, c'est environ 100 millions de dollars. Microphone, s'il vous plaît. La déduction pour amortissement, y compris pour les transformateurs, et certains d'entre vous ne le connaissent pas, ne savent pas de quoi il s'agit, eh bien, à l'heure actuelle, aux États-Unis, on peut déduire les investissements d'immobilisation sur 2, voire 3 ans. Au Canada, ça prend 8 ans. Donc, si vous faites un choix entre les deux pays, dans le même marché commun, sans qu'il y ait de tarifs douaniers, vous pouvez fabriquer ce produit aux États-Unis et le vendre au Canada. Vous avez cet avantage concurrentiel, c'est-à-dire 3 ans, 100 millions de dollars. D'après vous, où est-ce que vous allez investir? Et où seront créés des emplois? Pas ici, en tout cas. Ce que nous aimerions, c'est une approche pan-gouvernementale, une approche intégrée et exhaustive dans l'industrie alimentaire. Nous ne voulons pas continuer de travailler dans des silos, isolés les uns des autres à Santé Canada, Pêche Canada, Commerce International. Nous devons prendre un peu de recul et avoir une vision globale et une approche pan-gouvernementale qui regroupe Industrie Canada et les organismes centraux. Merci. Nous avons besoin de 200 millions de dollars, comme je l'ai indiqué, pour le développement de technologies, pour faire des démonstrations de technologie. Cela est permis par les règles de l'OMC, c'est très important. Et nous devons également réviser le partenariat canadien en aérospatial. Qu'est-ce qu'un démonstrateur technologique? Yes, ça me fera plaisir. Un technologie démonstrateur, and I'll use the example of... Un démonstrateur technologique, et je donne l'exemple de Guardian, qui est un réseau vert en aérospatial qui a été financé par le gouvernement à hauteur de 12 millions de dollars par année. 12 millions provient de l'industrie. C'est un partenariat. Et donc ce programme-là démontrera la capacité de l'industrie canadienne, sa capacité à construire un avion vert dans certains domaines. Il y a donc des cibles spécifiques et vous devez prouver, démontrer que vous êtes capable de produire un moteur
qui sera de 30% plus productif que les moteurs existants. Vous devez démontrer que vous aurez un avion qui consommera 30% de moins de pollution par le bruit que les avions actuels. Merci. Il nous reste moins de 20 minutes et pour l'instant, j'ai 6 intervenants qui souhaitent prendre la parole. Je vous demanderai de bien vouloir vous limiter à un maximum de 2 minutes et de nous indiquer à qui s'adresse votre question. John McKay, Paul Szabo et Navdeep Bains. Bon, ce serait bref. Je vois des visages familiers ici, mais ma question s'adresse à M. Patton. Vous parlez d'une stratégie de fabrication. Il y a une question que John a posée et qui demande plus de détails, c'est-à-dire les mesures de DPA pour 5 ans. Quel serait le coût pour 5 ans? Est-ce que cette mesure s'appliquera à toutes les entreprises ou ciblerait certains secteurs? Est-ce que cette mesure fiscale remplacerait une initiative du gouvernement? Est-ce que ce serait une mesure fiscale supplémentaire que pourrait adopter le gouvernement? Eh bien, tout d'abord, ce qui est important de la DPA, c'est que ce n'est pas une mesure fiscale habituelle, c'est qu'on déplace une mesure, on déduit. C'est la première chose. Dans ce cas-ci, on passerait de 2 ans à 5 ans à permanent. Donc, la différence en coût serait la différence entre le régime actuel et la nouvelle mesure. Et comme on l'a déjà dit, le coût est pas mal moins élevé que si on commençait à 0. Donc, c'est un prolongement, une question de prolongement. Et Jay va vous donner les chiffres. C'est vrai. Pour les 2 premières années, on parle de 595 $ pour chaque tranche de 1 000 $ d'investissement pour l'amortissement, donc 20 100 $ pour chaque tranche de 1 000 $. Ça, c'est la déduction pour les 2 premières années, mais on n'a plus cette déduction. Ensuite, on paie des impôts. Donc, plus longue est la période, moins cela coûte d'argent au gouvernement. Parce que plutôt que d'avoir une déduction qui s'étend sur une plus longue période, c'est seulement sur 2 ans. Donc, à long terme, ça ne devrait pas faire tellement de différence pour ce qui est du montant que reçoit le gouvernement. Inaudible, micro, s'il vous plaît. On met un prix sur le carbone. Et ça va être un problème pour la compétitivité du Canada. Les États-Unis vont avoir une version de tout cela. Et la Chine parle également d'un plan au cours des 5 prochaines années pour mettre en place une taxe sur le carbone. Quelle est la meilleure façon pour le gouvernement canadien d'aider vos fabricants à être plus efficaces sur le plan écologique, à réduire leur consommation d'énergie et à réduire les émissions de carbone afin de devenir plus concurrentiels, car c'est le problème auquel il faudra s'attaquer dès maintenant? Eh bien, croyez-le ou non, la réponse est toujours la même à toutes les questions. Une des meilleures façons d'améliorer l'efficacité énergétique dans notre secteur, c'est d'accélérer la DPA. Toute nouvelle technologie est de 18 à 20 % plus efficace que l'ancienne. Donc, pour plusieurs années, nous faisons valoir que, comme valeur économique et comme valeur environnementale, il faut améliorer le budget pour la R&D. Au gouvernement, la valeur économique, c'est un message que les finances vont écouter. L'environnement ne s'en soucie pas, mais du côté environnemental, eh bien, le ministère de l'Environnement s'intéresse aux valeurs environnementales, mais pas aux valeurs économiques. Donc, on ne semble jamais
arriver à pairer ces deux objectifs et c'est important pour nous. C'est donc une façon très concrète d'accélérer les changements technologiques et qui sont toujours beaucoup plus efficaces sur le plan énergétique. Je voudrais ajouter quelque chose. Vous avez raison, Scott. Nous allons rencontrer des obstacles commerciaux avec les États-Unis, certainement. Mais n'oubliez pas qu'entre 1990 et 2007, tout le secteur manufacturier a réduit ses émissions de carbone de 10%, même si le niveau de production est augmenté de 80% au cours de cette période. On a pu le faire en devenant plus efficace sur le plan écologique. Donc, c'est très simple. L'économie canadienne devrait croître à raison de 3% par année. Nos émissions au cours des dernières 30 années ont augmenté de 2%. Donc, il y a 1% de différence. Ça, c'est le projet technologique. Si nous voulons que l'économie croisse à 3% et stabiliser les émissions, il faudra tripler les progrès technologiques. Si nous voulons réduire les émissions, il faut réduire davantage. Donc, comment accélérer les progrès technologiques? Il s'agit d'investir dans de nouveaux produits, de nouvelles technologies et c'est comme ça qu'on va relever le défi du carbone. Deux éléments de réponse. Tout d'abord, le programme Garden. Il est important de démontrer qu'au Canada, nous pouvons produire un avion qui ajoute moins d'émissions de CO2. Donc, au niveau international, il ne faut pas oublier que l'aviation n'était pas incluse dans le protocole de Kyoto. Nous avons insisté pour que ce soit inclus à Copenhague, mais ça ne s'est pas matérialisé. Il faut qu'il y ait une norme mondiale pour l'aviation en ce qui a trait aux émissions de CO2. Sinon, nous savons tous que ces exigences environnementales pourront être utilisées à des fins de protectionnisme. C'est déjà le cas avec l'Europe et nous voulons nous assurer qu'il y ait des normes mondiales pour que cela ne se produise pas. Oui, rapidement, pour notre secteur, les efficacités énergétiques sont très importantes. Nous avons déjà vu de nombreuses usines adopter des mesures d'avenir. Nous avons réagi. Par exemple, une des installations que j'ai visitées en décembre a investi des millions de dollars dans des systèmes de gestion des déchets très avancés. C'est fantastique et bon nombre de nos membres ont réduit considérablement l'emballage. J'ai des douzaines d'exemples de cela. Si cela vous intéresse, je pourrais vous faire parvenir tout cela plus tard. Nous manquons de temps, malheureusement, donc la liste des intervenants est fermée. Marlene Jennings, Wayne Easter, Marjorie, Boris Nafsky, Marc Garneau, Ruby Dalla et, bon, Marlene Jennings. La Chine, j'ai l'industrie manufacturière, j'ai l'industrie aérospatiale, j'ai l'industrie de l'alimentation. C'est vraiment un mix. Vous avez parlé de la recherche et développement et les stratégies politiques, etc., incitatives, fiscales, que le gouvernement a déjà mis en place, mais pourrait améliorer. J'aimerais vous parler de Montréal, par exemple, comme d'autres grandes villes, et la demeure de plusieurs universités. Et j'aimerais vous entendre sur, le rôle que les universités et collèges peuvent jouer dans la recherche et le développement, et deuxièmement, comment une stratégie nationale du gouvernement, un gouvernement fédéral qui s'intéresse à ces questions, pourrait faciliter une synergie entre les industries qui sont composées de 90% des PME, surtout dans l'industrie manufacturière. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. Merci. Merci. Oh, do you want to make? Go ahead. I'll be really quick, but what we look at... Je serai brève dans l'industrie de l'alimentation. On se demande pourquoi est-ce que les Allemands ne peuvent pas être au Canada, parce que les produits pharmaceutiques sont en Suisse. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un lien
entre l'investissement et la recherche dans les universités, les centres de recherche font en sorte que les idées voient le jour. Ils font ce lien, ils font un pont entre la recherche, l'innovation et l'industrie. Et c'est là où le gouvernement a un rôle à jouer et l'industrie un rôle à jouer. Bien sûr, l'étape finale dont j'ai parlé dans mon exposé, c'est-à-dire qu'on a ces produits innovateurs, ces idées, il faut les mettre en marché. Ma question ou mes questions s'adressent à Carla, mais dans l'industrie de la production des aliments, l'un des problèmes pour que le produit arrive sur la tablette, c'est que le Canada vraiment respecte toutes les règles dans le monde entier, mais je me demande si c'était la même chose dans le secteur des produits chimiques, de l'aérospatial ou autre. Est-ce qu'il se passe la même chose que dans le secteur des aliments? Carla, vous avez mentionné que nos produits seraient vendus donc dans les magasins. Il faut faire cela pour que ce soit vendu dans les magasins. Je pense que vous voulez dire que les producteurs canadiens et l'industrie de la transformation doivent suivre des règles. Il y a des produits d'autres pays qui se retrouvent sur nos tablettes et qui n'ont pas suivi ces règles. Est-ce que c'est exact? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher que ce soit le cas? C'est tout à fait le cas et c'est un problème. Lorsque j'ai montré les compagnies qui étaient membres de notre association, eh bien, ces compagnies ne font aucun compromis au niveau des règles. Nous devons suivre des règles strictes. L'innocuité des aliments a toujours été une priorité, mais oui, c'est frustrant lorsque d'autres contournent les règles. On veut avoir des règles du jeu équitables. Nous voulons être sûrs que le règlement fonctionne, les règles fonctionnent, qu'on ait des produits que les consommateurs veulent et que les mêmes règles s'appliquent pour les produits qui rentrent au Canada. Wayne, vous avez volé ma question. Lorsque je parle aux gens en général, ils ont profondément l'impression que nous perdons des emplois à cause du commerce inéquitable. C'est surtout le cas dans l'industrie de la transformation des aliments. Il y a des consommateurs qui disent « Moi, je ne fais pas confiance à ces aliments parce que je ne sais pas d'où ils viennent. » Et il y a des producteurs d'aliments également qui disent qu'ils doivent faire de gros investissements. Les concurrents d'autres pays, eux, n'ont pas à faire cela. Donc, je serais intéressée à savoir ce que Carla a à dire pour ce qui est de mesures concrètes que nous pourrions prendre à cet égard. Et je voudrais savoir des autres secteurs manufacturiers si le commerce équitable est un problème pour eux également. Nous sommes tout à fait d'accord en ce sens que nous voulons avoir des règles de jeu équitables. Nous voulons que les règles que nous respectons, que nos membres respectent, soient respectées par tous les fabricants de produits alimentaires. Donc, c'est un problème, mais nos membres vont continuer de respecter les règles canadiennes et les normes canadiennes et donc à produire des produits dans lesquels les Canadiens ont confiance. Vous avez montré un tableau de ce qui arrive, ou ce qui est arrivé après que le téléphone a arrêté de sonner pour chaque secteur. Alors, on a ces secteurs qui sont représentés ici et qui représentent plus de 20 milliards de dollars par année. Mais il y a une étoile, c'est le secteur de la fabrication des aliments qui a continué de croître. Mais ça n'a peut-être pas le même attrait que l'industrie de l'aérospatiale pour investir. Mais nous avons vraiment une étoile dans notre secteur manufacturier que nous oublions. Et on oublie qu'il faut s'en occuper, il faut lui accorder de l'attention. C'est intéressant quand en Amérique du Nord, sur le marché de l'alimentation, eh bien, ce secteur est considéré comme novateur dans l'industrie de l'alimentation, mais il y a 75%
des aliments proviennent de fabricants canadiens, mais il y a 25 qu'on pourrait considérer comme une possibilité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les différents pays, vous avez parlé des consommateurs qui créent la demande. Eh bien, il y a toute une industrie, tout un secteur de commercialisation qui peut être très important pour les petites entreprises de fabrication d'aliments, transformation d'aliments, pour justement meubler ces 25 Donc, un produit coûte à peu près 10 000 $. Quelles sont les propositions pour ces petits transformateurs, ces petites entreprises novatrices dans ce secteur où il y a énormément de potentiel? Quelles sont vos suggestions? Je serai bref. L'industrie de l'alimentation qui est une étoile, eh bien, nous avons d'autres étoiles. Il y a RIM, il y a d'autres entreprises qui sont parmi les meilleures au monde pour ce qui est des produits de la technologie. La complexité de la réglementation, le processus d'approbation qui est lent, enfin, tout cela fait en sorte que bien des entreprises dépensent beaucoup d'argent pour obtenir des approbations et être conforme à la réglementation. Donc, comment est-ce qu'on peut accélérer ce processus? Il ne faut pas éliminer la réglementation, mais faire en sorte que ce soit plus facile de faire en sorte que ces produits novateurs puissent arriver sur le marché. Comme Arlene l'a dit, il faut faire un lien avec la R&D qui se fait dans les universités, particulièrement dans les collèges. Il s'agit de techniques appliquées. C'est très important pour apporter des solutions. Cela est donc extrêmement important. Et la question de Marjorie sur le commerce équitable ou inéquitable, ça c'est très important. Tout d'abord, on a une législation concernant l'alimentation qui est vieille de 60 ans, donc il faudrait mettre tout cela à jour. C'est la même chose pour ce qui est des soins de santé. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec les copies, qu'est-ce qu'on fait avec l'innocuité des produits, des aliments. Il faut s'assurer que nous travaillons avec les États-Unis, avec d'autres pays, de sorte que l'innocuité des aliments, la sécurité des produits ne soit pas compromise. On a beaucoup de choses à faire, donc, sur la question qui a été soulevée par Marjorie. Nous n'avons plus de temps. Toutes mes excuses aux 3 personnes qui n'ont pas pu poser leurs questions, mais le caucus doit se trouver dans le lobby à -15. Mariamina et moi-même sommes coprésidents. J'ai présidé cette section, mais Maria va conclure la séance. Merci. Je remercie tous les conférenciers invités de leur participation éloquente. Ça vient faire sortir certaines questions importantes. Pourquoi est-ce qu'on permet à la Chine d'acheter nos mines alors qu'on devrait faire quelque chose? Enfin, tout cela nous a permis d'avoir énormément d'informations. C'est excellent. Alors, merci à tous de votre participation. Ça représente beaucoup d'informations pour nous. C'est excellent. Ça va nous aider à planifier l'avenir de notre pays. Alors, je voudrais vous laisser savoir à tous que il y aura un déjeuner qui sera servi ici à midi. Si vous voulez donc échanger plus d'informations avec tous, ce sera le moment de le faire à midi. Pour les députés, vous savez qu'à 10h45, vous devez être dans le lobby de l'opposition. Alors, merci.